Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Isabelle Castelaine, je suis la CEO du Demerode et au nom de toute l'équipe, je suis très heureuse de vous accueillir ici ce soir. Nous avons deux grands invités qui vous ont réunis ce soir ici et c'est un immense plaisir d'avoir Alexandre et Guillaume qui ont accepté notre invitation. Mais c'est, en tout cas, en ce qui concerne Alexandre, une invitation qui est venue du cœur, parce qu'il faut savoir que lorsque notre fondateur, Bruno, qui se trouve là, a eu l'idée de créer ce club, Alexandre est une des personnes à qui il a parlé et qui lui a donné l'idée d'aller voir un site d'un club qui s'appelle The Conduit, qui est un social club anglais, et qui a été vraiment pour nous une très grande inspiration. Et donc, on voulait encore une fois remercier Alexandre pour cette bonne idée. C'est vrai qu'on en a fait le conduit à la belge. On a pris finalement des ingrédients d'un peu partout dans le monde, d'autres clubs. On a rajouté quelque chose qu'on sait très bien faire, on a rajouté de la belgitude parce que on n'est quand même pas comme d'autres pays. Et donc on en a fait le Demerode. Et le Demerode, c'est un social club où une communauté, vous, se réunit autour d'une programmation, et cette programmation est une programmation holistique. C'est ce qui est différent au Demerode par rapport à d'autres clubs, c'est qu'on essaye de couvrir tous les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Alors, il y a le business, il y a la politique, il y a l'économie, mais à côté de ça, et de façon aussi importante à nos yeux, il y a l'art, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a l'innovation, il y a notre planète, il y a le climat, l'écologie, et tout ça fait qu'on a cette belle programmation, grâce à une équipe de choc qui se trouve aussi derrière dans la salle, qui tous les jours vient vous stimuler, vient vous inspirer, vient en fait titiller votre créativité pour faire de vous des change makers. Parce que des gens qui sont stimulés, parce que des gens qui apprennent sont des gens heureux. Et les gens heureux sont des meilleurs ambassadeurs du changement. En tout cas, c'est notre conviction. C'est pour ça qu'on prend un immense plaisir à créer cette programmation pour vous, à la partager avec vous. Et ce qui est important aussi, c'est que vous la partagiez entre vous. On veut de plus en plus, parce qu'on est un projet tout de même très jeune, créer des liens entre vous, créer une vraie communauté avec vous. Et ce soir, en tout cas, ces deux hommes que je vais appeler sur le podium, venez, sont des grands exemples de personnes visionnaires, de personnes inspirées et inspirantes qui vont nous inspirer, nous donner envie de faire les choses autrement. Et en tout cas, pas encore. Et en tout cas, d'avoir un impact sur le monde de demain. Je voudrais vraiment vous remercier. Guillaume est un peu stressé parce qu'il m'a dit « je ne sais pas ce qu'on va faire ». Moi, je suis sûre qu'ils vont avoir des petites étincelles dans cette discussion. En tout cas, merci pour votre présence et passez une très bonne soirée. Merci Isabelle, merci beaucoup. C'est souvent au début, ça va, c'est comme ça. On peut. Isabelle s'est échappée, on peut s'asseoir. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Est-ce qu'on raconte quand même un petit peu notre passé commun ? Est-ce qu'on raconte notre passé commun ou pas ? Je sais pas. Quand même. Voilà. On va être obligé. On va être obligé. En fait, Alexandre, je l'ai connu il y a, je sais pas, 25 ans maintenant. 25 ans. 99. 99 sur les bancs de l'école. En fait, on avait des cours ensemble à HEC. Et même si moi, vous me connaissez un petit peu, je suis là depuis un petit moment, mais Alexandre, à l'époque, c'était quelqu'un déjà de différent. Quand j'étais sur les bancs d'HEC, parce que nous, on était très dans la vie étudiante, il faut bien se dire ça. On était pas encore trop dans l'après, on était vraiment dans le présent. Et Alexandre, il avait déjà cette faculté d'être déjà un petit peu dans l'après,
un petit peu un peu plus sérieux que nous, un peu plus concerné que nous, et un peu plus inspiré que nous, probablement aussi. Et en fait, quand j'y réfléchissais, parce que en fait, tu m'as proposé de faire ce truc-là il y a 2 mois, tu m'as dit, Guillaume, est-ce que tu veux être avec moi sur scène? Moi, j'étais hyper flatté, évidemment, et je me suis un peu essayé de me rappeler en quoi Alexandre était si différent de la moyenne des étudiants d'HEC à l'époque. C'est le fait qu'il était déjà à l'époque, tu étais déjà concerné par la réalité de ce qui nous entourait, alors que nous, on était complètement hors sol. On était complètement hors la vie, tandis que toi, tu étais déjà là, et tu avais déjà un passé d'entrepreneur à l'époque, alors que nous, on était juste dans les bouquins et dans les soirées étudiantes et dans le présent, et que toi, tu étais déjà en train de construire ton avenir, et ça avait énormément frappé. À un moment où c'était pas si simple de penser entrepreneuriat, toi, tu étais déjà dans le truc. Nous, on pensait banque d'affaires, conseiller en stratégie, et toi, tu étais déjà, je vais créer ma boîte, et en plus avec ce côté faire du sens dans ce que tu faisais. Donc voilà. Je voulais te dire, je t'ai jamais dit, je te le dis aujourd'hui. À l'époque, Coming déjà, out. Guillaume fait un coming out. coming out. Moi aussi, je t'aime. C'est vrai. Peut-être qu'il faut qu'on reconsidère l'avenir ensemble. Mais voilà, donc je tenais à te le dire, et je pense que c'est aussi, ça explique beaucoup de ton parcours derrière. Et donc voilà, je suis en tout cas flatté d'être avec toi ce soir pour faut que tu te racontes un petit peu devant tout ce public. Et j'espère que je vais pouvoir contribuer un petit peu. D'ailleurs, c'est ta photo. Moi, Oui, c'est ça. Guillaume a disparu de la photo. Moi, je sers à rien pour le Mérode. Je suis juste là pour. Je suis pas sur la photo. Je me demande pourquoi j'ai accepté de venir aussi ce soir. mais non, voilà. Et donc, mon rôle à moi ce soir, c'est de poser quelques questions à Alexandre. N'hésitez pas aussi à intervenir parce que vous avez probablement d'autres questions qui viendraient à l'esprit que celles qui vont venir moi naturellement. Et donc voilà, on va essayer de faire ça, si tu es d'accord. Ça me va bien. Tu commences la première question? Oui, parce que j'ai posé. Non, alors donc, déjà, merci d'être toutes et tous là ce soir. Merci Bruno pour l'invitation. Tu as vraiment créé un truc assez incroyable ici. Je me souviens avec Myriam, on avait été ici il y a 6 ans de ça. Myriam, qui est dans les aventures épiques depuis le départ. On était ici il y a 6 ans de ça. Et ici, vous le savez, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait le cercle de... Voilà. Et donc, je suis revenu ici. Alors, beaucoup de respect pour le cercle de Lorraine, mais ce que tu en as fait, Bruno et Isabelle, et l'équipe est assez inspirant, assez incroyable. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps de ça, c'est cette volonté de venir ici et vous rencontrer. Et on a parlé avec l'équipe, et c'est vrai que ton nom est apparu. Et encore une fois, merci d'avoir accepté. Et je sais que c'est ta première fois où tu deviens journaliste. Ouais. C'est probablement la dernière, je ne vais pas se mentir. On va voir, on va voter. À la fin, on va voter, voir s'il doit continuer. Peut-être que Bruno va t'inviter tous les mois pour que tu t'interviewes. Donc, en fait, là, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Et moi, ce qui m'intéresse, j'en ai profité aussi pour poser des questions qui, moi, m'intriguent, c'est que dès le départ, tu voulais être entrepreneur. Et comment on est entrepreneur alors que ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école, quoi. Oui, on apprend ça plus à l'école aujourd'hui que ce qu'on apprenait à l'époque, c'est certain, quand on était toi et moi sur les bancs de l'école. Moi, c'était la possibilité de m'affranchir, en fait, je pense. C'était la capacité que j'avais d'avoir les moyens financiers, d'une manière très claire, en fait. Tu étais bien meilleur étudiant que moi, et donc j'avais pas les talents d'un joueur de football, d'un acteur, et donc je m'étais dit, pour réussir... pour 2 raisons. Un, je ne voulais pas avoir de boss, donc j'avais du mal à avoir un supérieur. Et à côté de ça, il fallait que j'ai les moyens financiers. Et donc, ces 2-là, ensemble, faisaient qu'il y avait quasiment que l'entrepreneuriat, qui ne s'appelait pas vraiment comme ça. Il y a 25 ans, l'entrepreneur, même le terme n'était pas tellement utilisé. Donc, tu as raison, c'était un truc un peu nouveau. Mais moi, c'était très clair. Il fallait que j'ai les moyens de mes ambitions. Et mes ambitions, elles étaient très clairement identifiées très rapidement, que j'allais de toute façon dédier ma vie, mon existence aux autres. Et pour ça, je l'ai su très tôt, et je me suis dit, l'entrepreneuriat allait être le bon outil. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça a été, quand même. Et est-ce qu'il y avait un héritage familial? Parce que tu fais partie d'une famille d'entrepreneurs, quelque part. Bien sûr, tu as raison. Mon papa est un entrepreneur, mon grand-père est un entrepreneur. À l'époque, mon papa, c'était les années 70, donc l'entrepreneuriat existait un petit peu. Mais mon grand-père, quand il a créé sa première entreprise, nous on vient du sud-ouest, la famille, Toulouse, maman, et les Pyrénées, le comptoir des Pyrénées, papa. Et mon grand-père était à Bordeaux et a créé une entreprise.
Mais quand je pouvais imaginer parler de ces discussions-là quand j'étais tout jeune avec mon grand-père, pour lui, il ne se définissait pas comme un entrepreneur, hein, pas du tout. Donc en effet, il y a peut-être quelque chose, tout en sachant que je n'ai pas grandi avec mon grand-père, je n'ai pas grandi avec mon papa, donc il y a quand même certainement quelque chose dans la capacité de création, de créer, avec tout le respect que j'ai évidemment pour mon papa et mon grand-père. Et alors, tu peux nous raconter un peu, moi ça m'intéresse, hein, cette histoire. Tu as eu 15 ans quasiment de vie d'entrepreneur. Après, moi je me souviens de Faune Valley, hein, c'était... parce que moi j'avais aussi créé un petit truc qui marchait pas très bien et Faune Valley marchait très bien et on essayait de faire du business ensemble. Et comment tu as géré l'idée, le développement, la revente et puis recommencer avec succès? Comment on arrive à faire cette magie-là, à créer cette magie-là, d'être plusieurs fois entrepreneur à succès? Non, mais c'est la première fois. Enfin, c'est vrai que moi j'ai créé ces entreprises-là, contrairement à d'autres entrepreneurs, pas avec une volonté de faire ça pendant 25 ans, mais j'avais vraiment une volonté d'y arriver rapidement. Donc j'ai 20 ans, donc je monte ma première entreprise à 17 ans, mais à 20 ans, quand on se retrouve avec Guillaume sur les bancs, j'étais déjà dans ma deuxième entreprise, et avec cette idée en tête de dire, dans 5 ans, c'est fini, j'ai réussi. Et j'avais vu quelqu'un qui s'appelle Bill Gates. Je me suis dit, ça a l'air pas mal ça. Et puis j'avais la bêtise de penser que c'était facile de réussir. Et quand on a 20 ans, c'est ça qui est beau quand on est jeune, c'est qu'on a parfois une imagination débordante, et en tout cas on ne se rend pas compte que c'est très dur. Et donc j'avais 20 ans, les années Guillaume, je me suis dit, en 5 ans, c'est fini. J'aurais réussi, j'aurais suffisamment, et je passerai ma vie à faire ce que j'imagine vraiment, c'est-à-dire être au service des autres. Est-ce que vous pensez que ça fonctionnait comme ça? Non, ben voilà. Et donc, ça m'a pris 5 ans, mais pas pour avoir suffisamment de succès pour m'arrêter. Et donc, j'ai remonté une autre entreprise après, puis une autre. Et en fait, tous les 5 ans, je voyais quelque chose qui ne marchait pas dans la tech. Je construisais une entreprise qui pouvait y répondre correctement. Je le développais à l'international. Je le revendais à un grand groupe et je recommençais. Mais de nouveau, pas avec cette volonté d'être le plus riche de mon quartier ou de ma ville ou autre. C'était plutôt dire, voilà, il y a un moment ou un autre où je passerai à faire pourquoi je suis là. Et au lieu de 5 ans, ça m'a pris 15 ans. Donc ça ne m'a pas pris non plus, mais ça m'a pris quand même beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. Mais qui t'a appris à faire ça? C'est l'éducation, c'est des gens que tu as rencontrés, c'est l'histoire familiale. Ouais. Parce que tu as vu des jeunes cet après-midi, on en parlait tout à l'heure. Comment tu arrives à les convaincre aujourd'hui de devenir entrepreneur, ou qu'est-ce qui t'a donné la confiance de le faire? Est-ce qu'il y a de l'inné, il y a de l'acquis? Comment tu sens Non, ça? J'ai écrit un livre qui s'appelle OSE en français, Mission Possible en anglais, qui justement répond à certaines de ces questions en disant comment on peut devenir, quels sont les sujets pour l'entrepreneuriat. Et juste avant de venir, j'étais avec beaucoup de jeunes de Molenbeek qui sont aussi entrepreneurs que moi. Sauf que peut-être que leur histoire familiale, et d'ailleurs pas peut-être, leur histoire familiale est évidemment différente de la mienne, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas les mêmes compétences, la même envie. Et en fait, souvent, être entrepreneur, c'est quand même assez similaire. Et moi, j'ai vu, quels que soient les entrepreneurs que je rencontre, la culture, la façon de faire, les difficultés est assez similaire, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, et quel que soit si c'est du social ou pas du social. Et c'est vrai que si vous écoutez mon épouse, c'est peut-être le don que j'ai, c'est que j'ai un don d'entrepreneuriat. Vous me donnez à peu près ce que vous voulez et j'arriverai normalement à en faire quelque chose. J'ai commencé là-dessus à faire de la musique, puis après du web, puis après du mobile, des réseaux sociaux, puis je suis allé dans l'entrepreneuriat social, puis dans la finance responsable. C'est des sujets, à chaque fois, ça a bien fonctionné. Et donc oui, il y a quelque chose où je sais faire. C'est quelque chose souvent on dit en anglais dans mon sommeil, je sais faire. Pourquoi? Parce que je passe du temps avec les gens. Je les écoute. Je pense rien savoir. Chaque fois que je départ quelque chose, je commence par aller voir Guillaume en disant « Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ça et de ça et de ça et de ça ?» Et donc j'ai un rôle, comme tu as aujourd'hui, un peu de journaliste, d'enquêteur en fait. Raconte-moi comment tu fais, toi comment tu fais. Et ça, c'est de la qualité numéro 1 d'un entrepreneur. Et pour tous les entrepreneurs, il y en a beaucoup dans la salle, et vous le savez. Il faut, s'intéresser aux autres, et puis il faut être une éponge. Il faut écouter ce que disent les autres. La plupart du temps, quand on se plante, c'est quand on pense savoir,
Et vous le savez bien, on ne sait pas grand-chose. Et c'est une qualité nécessaire de l'entrepreneur, c'est de savoir qu'on ne sait pas, et donc aller poser des questions. Et après, je terminerai là-dessus, j'ai toujours travaillé beaucoup plus que n'importe qui, dans mon domaine. Toujours beaucoup plus. Parce qu'en fait, alors peut-être que j'étais, encore une fois, peut-être moins doué que d'autres, mais j'ai toujours compris que, quel que soit votre don de départ, si vous ne travaillez pas plus que les autres, vous réussirez correctement. Mais ce n'était pas correctement que je voulais réussir. Et donc encore aujourd'hui, je travaille beaucoup plus que la majorité des gens, et beaucoup plus que de raison. Je suis au lit à 3-4 heures du matin, toutes les nuits, tous les soirs, et ça depuis je m'en souviens, donc il y a très longtemps. Et ça pour moi, et je le disais tout à l'heure aux jeunes qui créent d'entreprise, je n'ai jamais rencontré de ma vie, un entrepreneur qui a plus réussi que les autres, qui a travaillé moins que les autres. Moi, si vous en connaissez un, montrez-le moi. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Et donc, moi, c'est quelque chose qui est très important. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des 10 000 heures, que vous connaissez assurément. C'est ce psychologue suédois qui s'appelle Anders Ericsson, qui est allé voir l'école de musique de Berlin. Et il s'est dit, comment c'est possible que des jeunes qui rentrent dans l'école de musique de Berlin sont au même niveau quand ils rentrent, et quand ils sortent, il y en a qui sont maestros internationaux, d'autres qui sont maestros nationaux, et d'autres qui sont profs de musique. Il a tout étudié, tout regardé, il a analysé de la data. Il s'est rendu compte que ceux qui terminaient au même niveau au départ, mais qui terminaient maestros internationaux, avaient étudié 10 000 heures. Nationaux, 6 000 heures. Profs de musique, 4 000 heures. Et vous regardez sur tout ce que vous connaissez, tous les gens que vous connaissez, que ce soit Ronaldo en sport, que ce soit Beatles, vous les prenez tous un par un, tous excellent parce qu'ils ont tous travaillé plus que les autres. Le talent, vous l'avez tous. Hein. La réussite, c'est à chaque fois une goutte de talent dans un océan de travail. À chaque fois. Alors, nos enfants peut-être ont du mal à l'écouter, ça. Peut-être que les autres, c'est facile. Mais c'est la seule vérité. Tu parlais au début, ta motivation, c'était d'être autonome d'un point de vue financier en 5 ans. Plus tard, t'es venu, cette idée de sens dans tout ce que tu faisais, c'était déjà présent dès le départ ou c'est venu parce que la réussite est arrivée, donc c'est plus facile d'avoir du sens quand on a de l'argent, ou est-ce que c'est l'inverse qui t'a animé dès le départ? Donc en fait, dès le départ, autant que je me souvienne, je me suis rapidement dit, j'ai une raison d'être ici. Pas au Mérode. Hein. Si, j'ai une raison d'être au Mérode d'ailleurs. J'ai une raison d'être au Mérode. Mais j'ai une raison d'être sur Terre. Je le pense sincèrement. Et encore une fois, à ma petite échelle, hein, mais je sais pourquoi je suis là. Et très tôt, j'ai su pourquoi j'étais là. Et en gros, j'étais là, c'est très clair. Hein. C'est m'occuper des gens qui seront encore ce soir dans la difficulté en Bruxelles ou à Paris ou ailleurs, ceux qui n'ont pas pour dormir, pas à manger, les femmes qui sont esquintées, les enfants qui sont abusés. C'est ma vie et je l'ai compris très jeune. Après, quand on est dans un tunnel, et le tunnel c'était de réussir et avoir les moyens financiers de ses ambitions qui étaient assez importantes, bah, globalement, on est dans un tunnel en voyant de temps en temps une sorte de lumière à la fin du tunnel, mais c'est quand même en moi et distillé certainement beaucoup par ma famille, ma maman, et évidemment, je pense qu'on est le produit de notre enfance, toutes et tous. Et pour moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une maman qui était totalement alignée là-dessus et qui passait beaucoup de son temps, encore aujourd'hui, à s'occuper des autres. Ça a quand même été... Et Florence, que tu connais, qui est ma femme, que j'ai rencontrée au lycée, et le même type de personne qui, après avoir fait la même école, est passé pas longtemps chez L'Oréal et il s'est dit, moi, je vais m'occuper des choses qui ont plus de sens. Elle est partie travailler pour Mère Teresa en Inde. Donc j'ai quand même été entouré. J'ai pas beaucoup de chance de m'en sortir. Hein. J'étais entouré entre maman et mon épouse, deux personnes qui sont quand même des personnes qui comptent certainement le plus pour moi et qui sont quand même très alignées avec ces sujets. Et donc, du coup, tu as commencé à réconcilier tes talents d'entrepreneur et ton côté philanthrope en 2014, là, avec Epic et Bliss, avec deux choses complètement différentes. Est-ce que cette rencontre entre ton enclin vers les autres et donner du sens à tout ce que tu fais,
C'était indispensable, tu aurais pu vivre sans. Est-ce qu'on peut faire de l'entrepreneuriat sans faire du sens? Un peu toutes ces questions de sens et d'entrepreneurship. C'est quoi ta vision? C'est quoi ta réponse? Non, c'est vrai que c'est quand je me retrouve en fait donc, jeune à imaginer ça, je pense vraiment qu'en 5 ans, j'allais y arriver. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Enfin, tout est relatif, mais en tout cas, ça m'a pris 3 fois plus de temps que prévu, 15 ans. Et je me retrouve aux États-Unis en 2010, et je me dis ça y est, j'ai assez. Alors, compliqué le assez, hein, parce que c'est, à mon avis, c'est philosophique, et puis ce qui est assez pour moi n'est pas forcément pour toi, ou pour toi, ou pour toi. Donc, compliqué. Mais moi, je savais que c'était assez. Et là, je me dis, ce que j'ai toujours pensé, c'est-à-dire dédier ma vie à ce gain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la théorie jusqu'au moment où ça devient de la pratique. Et là, j'avais fait ma liste. J'avais fait la liste depuis longtemps. Ma liste a été établie. En fait, le jour où j'espérais pouvoir dédier ma vie aux autres, j'avais 3 objectifs potentiels. Travailler dans les forces spéciales. Donc voilà, donc travailler pour les forces spéciales, GIGN, SWAT Team. Être prof d'histoire. Être prof, donc. Et m'occuper des enfants battus. Donc voilà, et c'était les 3 sujets depuis longtemps qui étaient ça. Et je suis allé un peu, j'aime bien pousser les affaires, donc je suis allé vraiment pour les forces spéciales, j'ai appelé, j'ai contacté, j'ai essayé de dire est-ce que c'est faisable, est-ce que j'ai encore l'âge, voilà, et dans tout ça en fait, c'est là où ça arrivait vers ce qui est devenu épique, mais je me suis rendu compte aussi que j'allais avoir plus d'impact, vu mon passé, vu mon réseau, vu mon histoire, à plutôt utiliser l'entrepreneuriat comme un facteur d'impact plutôt qu'autre chose. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça. Et l'instant final là-dessus, c'est une rencontre que j'ai eue à l'époque aux États-Unis avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me posait la question, Alexandre, et j'avais vu plusieurs fois, c'était un entrepreneur social génial qui dirigeait la fondation Omédiar. Donc Pierre Omédiar, le fondateur d'eBay, a monté une fondation qui s'appelle Omédiar Network, qui est une belle fondation, qui est dirigée par un Anglais, Matt Bannick, et on a une discussion comme ça ensemble. Et il me dit, Alexandre, répète-moi encore ce que tu veux faire. Alors j'étais assez agacé parce que je lui avais déjà répété 3 fois la même chose. Donc soit c'était mon anglais qui n'était pas au niveau, ce qui m'agaçait également, soit je m'avais dit, qu'est-ce qui n'est pas clair? Et il m'a répondu, et je lui ai dit, je voulais être travailleur social. En fait, là, j'avais le plus de plaisir, c'est être travailleur social, c'est être dans la rue, c'est être avec les gens qui sont en difficulté. Et il me dit, Alexandre, une phrase, combien de personnes peuvent faire ça? Et cette phrase m'a cloué, m'a agacé au possible, parce qu'en fait, il m'expliquait, c'est le cas pour certaines personnes d'entre vous, il y a des entrepreneurs sociaux qui sont là ce soir, c'est qu'en fait, mon unicité, ma manière d'être différente, ce qui est le cas chez toi, Guillaume également, à quel point j'allais avoir plus d'impact sur le monde, c'était en étant travailleur social, en allant traverser la rue, aider les gens, peut-être que j'allais aider 10, 20, 50 personnes, ce qui est génial. Je me faisais plaisir, hein, parce que c'est là encore aujourd'hui où j'ai le plus de plaisir, hein, personnel, égoïste. Mais j'ai rapidement compris que mon unicité, c'était ma capacité à créer quelque chose et d'en faire un succès. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, oublions ça, je ne ferai jamais travailleur social, je serai entrepreneur social, et c'est là où j'ai créé Epic, en disant, bah, je vais mettre tout ce que j'ai appris, cette capacité à réussir sur les sujets qui me passionnent, au service de la société. Et tu peux un peu dire ce que c'est Epic pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Epic part il y a 8 ans de ça, maintenant, sur un principe de base qui, quand je passais du temps avec des amis, je leur posais à chaque fois un certain nombre de questions. Parce que quand on est entrepreneur, on fait toujours une étude de marché. Quand on fait un entrepreneur, on ne part pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une idée, un bout de tête. On pose des questions aux gens. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, j'avais 2 questions. Et quand je posais ces 2 questions, j'avais les mêmes réponses. Alors, je vous demande de jouer le jeu pour ceux qui connaissent Epic, parce que vous allez, mais jouez le jeu. Est-ce que vous pouvez, et fin de journée, on a besoin de s'étirer un peu, donc étirons-nous, levez la main si vous pensez, je ne sais pas si vous pensez, si vous avez donné de l'argent ou du temps à une entreprise sociale, une ASBL, cette année ou l'année dernière. Est-ce que vous pouvez juste lever la main si vous avez fait un... Voilà, tout le monde, je vois que tout le monde a que des gens... Non, levez la main, je vous dis un peu d'exercice, je sais que c'est compliqué. Tu as vu, au Mérode, il n'y a que des gens bien, bons. Maintenant, laissez la main en l'air, s'il vous plaît. Laissez la main en l'air si vous pensez avoir donné ou fait suffisamment. Suffisamment. Quelques-uns? Ah oui, il y en a quand même pas mal, hein? Au Mérode,
Ça y va, hein? Donc, merci. Et donc, il y en a quand même un certain nombre qui ont fait suffisamment, mais vous avez vu, c'est quand même l'extrême minorité. Et en fait, cette question-là, c'était mon étude de marché au départ. Je rencontrais beaucoup de gens dans beaucoup de villes du monde. Je leur posais la même question. Est-ce que tu as fait? Les gens me répondaient oui. Est-ce que tu as fait suffisamment? Les gens me répondaient non. Mais toujours, ils me répondaient pour les mêmes raisons. J'ai pas confiance dans les ASBL, pas du tout confiance. J'ai pas le temps. Ma vie est quand même compliquée. Et 3, j'ai pas la connaissance. Je suis très bon dans mon métier, mais le social, c'est un peu différent. Pour ces raisons-là, nous faisons tous et toutes la même chose. On donne un peu d'argent à l'école privée de nos enfants, s'ils sont en école privée, ce qui est peut-être le cas de certains de vos enfants. 2, on donne de l'argent aux églises, synagogues, mosquées, temples, enfin, c'est dans les textes souvent. Et troisièmement, quand ça va t'arriver dans quelques années, tu as encore le temps, mais tu vas voir, quand tu arrives à 50 ans, au plus, tu donnes à qui? Quand on arrive à 50 ans au plus, on donne à qui? Alzheimer, donc ça veut dire quoi? Aux hôpitaux. En fait, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait 22 ans qui allait donner à l'hôpital. Jamais. Parce que le don va avec le contre-don. On donne parce et parce qu'on n'est pas des robots, on est des humains. Et les humains, nous avons des défauts. Et un de nos défauts, c'est l'égoïsme. C'est normal. Et donc, on va donner en espérant quelque chose en échange. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, tu sais quoi, on va travailler pour répondre à ce problème-là. On va traverser le monde et on va trouver des ASBL exceptionnels en termes d'impact, de gouvernance, tu connais tout ça parfaitement, et de management. On va les sélectionner et on va revenir au Mérode pour vous dire, ceux qui ont dit « je ne donne pas suffisamment », sachez qu'on a fait ce travail-là, en Belgique et ailleurs, pour trouver des organisations incroyables. Et, point très important, nous n'avons aucun modèle économique chez EPIC, puisque, en fait, j'autofinance tous les frais de structure. C'est-à-dire que demain, quand vous donnez 1 euro ou 100 euros ou plus, 100% de ce que vous donnez va partir aux causes. Parce que le premier retour que j'avais de la part de gens de confiance me disait « mais quand je donne 100, est-ce que c'est 90, est-ce que c'est 80, c'est 70 qui partent ?» Donc on a dit « tu sais quoi, c'est simple, j'ai gagné suffisamment d'argent par le passé pour utiliser ça pour un modèle pur. Ce modèle est totalement pur. Tu donnes, ça part où tu veux que ça aille. » Donc ça, c'est le modèle d'EPIC. Et donc, ça fait 7 ans, on a déployé des dizaines et des dizaines de millions d'euros. On a pu changer la trajectoire de beaucoup de jeunes. L'année dernière, on a rajouté le climat également. On travaillait sur l'enfance et la jeunesse. L'année dernière, on a rajouté aussi le climat, comme vous savez tous, qui est un sujet très important. Voilà ce qu'est EPIC et ce que nous faisons au quotidien dans une quinzaine de pays maintenant. Donc là, tu parles de la vision d'entrepreneur, de concilier l'entrepreneuriat et la philanthropie, ou faire du bien pour plus globalement la société dans son ensemble. Quelle est ta vision pour les gens comme moi qui ne sont pas entrepreneurs et qui ont l'impression d'être un peu comme un peu inutile quand je t'entends, et comment tu vois le rôle des gens qui sont employés de bureau et qui peuvent malgré tout avoir envie de contribuer? C'est quoi ta vue d'entrepreneur sur le monde de l'entreprise quelque part, et comment on peut être également avoir de l'impact comme toi tu l'as eu, et quels sont tes conseils pour tous les autres? Non, mais c'est un bon point, parce que c'est surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout pas justement exclure les gens. Tu as raison. Je te rappelle que, souviens-toi, il y a 20 ans, l'entrepreneur que tu étais, peut-être qu'après, il y aura une vie après Proximus, qui sait. Il y aura évidemment une vie après Proximus. J'y compte. Et puis c'est pas mal, hein, quand tu sors d'une grande entreprise, tu as plein de choses à donner à plein de personnes. En fait, ce point essentiel, les chefs d'entreprise, les directions, les employés sont majeurs aujourd'hui dans les évolutions qu'on espère voir dans la société. Je pense que cette discussion aujourd'hui et la discussion qu'on aurait eue il y a 10 ans est totalement différente. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui est dans cette salle, encore plus qui vient ici nous écouter et qui est au Mérode, qui n'a pas dans une quête de sens. Je pense qu'on est tous à se dire quelle est notre... Moi, je vous parle de mon histoire personnelle avec une vision, mais je pense que vous l'avez toutes. Quelle est votre mission? Pourquoi on est là? Pourquoi faire? Il y en a certains qui sont entrepreneurs, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont dans leur entreprise. Et c'est vrai que chez EPIC, mais encore une fois, ce n'est pas que EPIC, on essaye le plus possible d'intégrer ça dans des entreprises. En fait, pour plein de raisons. Soit parce qu'on a la chance d'avoir un Guillaume à la tête d'une entreprise qui dit moi, c'est important, soit parce que nous sentons tous que la base est de plus en plus demandeur de ça.
On voit qu'il y a de moins en moins, je ne sais pas si Pierre Grosjean est là ce soir, ou il était là tout à l'heure, ou je ne sais pas s'il est là, mais on le voit à Solvay ou à d'autres universités, que ces jeunes qui sortent d'école cherchent le sens. On voit que c'est de plus en plus difficile pour de plus en plus d'entreprises, enfin, tu le sais bien, si tu ne racontes pas autre chose que juste on va faire plus de profit, et plus de profit, et plus de profit. Ça, c'est le monde de Milton Friedman. Nous, on a grandi avec une partie aussi avec Milton Friedman comme la star absolue en économie à HEC ou ailleurs, qui disait que le ESG, c'était faire le plus de profit possible. C'était quand même quelqu'un qui a dit ça. Hein. C'est phénoménal. Et notre génération à nous, et un certain nombre de personnes dans cette salle, on l'a tous accepté. Hein. On a tous accepté qu'on puisse dire, faisons le plus de profit possible, on nique la planète, c'est pas grave, il y a des licenciements, le cours de bourse augmente, c'est normal. Et aujourd'hui, nous tous, collectivement, pas que les jeunes, nous tous, on se dit, mais c'est dingue quand même. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit de plus en plus maintenant d'entreprises qui disent, pour plein de raisons, soit c'est porté, soit parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Les employés, vous les aurez plus. Les meilleurs, ceux qui doivent travailler pour travailler, malheureusement, ils viendront toujours, mais ceux que parfois vous voulez, qui sortent de certaines écoles, ils sont de plus en plus enclins à trouver du sens. Ce qu'on voit aussi, tu l'as vu, les clients, alors c'est pas vraiment le cas dans ton domaine chez les opérateurs, un petit peu, mais plus peut-être ailleurs, où aujourd'hui, vous allez pouvoir décider de prendre un produit plutôt qu'un autre, parce que l'alignement va être plus forte. On prend l'exemple de l'entreprise Too Good To Go, que vous connaissez peut-être, qui est assez puissante en Belgique, sur le gaspillage alimentaire. Ben, il y a une sorte d'alignement assez forte, ou assez fort là-dessus. Donc, nous, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises, il y en a un certain nombre ici qui ont travaillé, qui disent ben, l'alignement, il est fort, il est essentiel, parce que quand tu vois le poids qu'a un Proximus, ou un opérateur, ou un Orange, ce que vous pouvez en faire, ce que vous en faites, l'impact que ça a sur des générations entières, le message que vous portez, c'est essentiel. Donc, c'est certainement pas d'un côté les entrepreneurs sociaux ou pas sociaux ou tech qui peuvent faire l'un. C'est que globalement, collectivement, l'État fait beaucoup, enfin, fait son maximum, on va dire, en tout cas, je pense, sincèrement, mais c'est à nous, société privée, de le faire. Donc, très important. Et on voit de plus en plus de Guillaume qui disent, bah, on le met comme un point essentiel, stratégique dans notre développement. Tu dis un Bicorp, tu regardes ce que Bicorp peut devenir, t'es article 8, article 9, tu commences à avoir une pression quand tu es en bourse, quand tu vois ce qu'Emmanuel Faber est en train de faire avec les normes IFRS qui seront demain sur tout ce qui est plutôt climat, on voit que de toute façon, la trajectoire est clairement identifiée. Donc soit nous tous, enfin, les entreprises vont être les prochains Kodak, BlackBerry, Nokia, sauf que là, c'est pour des raisons sociétales. Donc passionnante. Si tu regardes un peu, encore une fois, tu t'adresses aux jeunes. Je sais pas, est-ce que tu peux juste, c'est quoi les 3 conseils que tu leur donnes? Et est-ce que tu es toujours optimiste par rapport au monde qui est devant nous et devant eux surtout? Et est-ce que tu arrives à toujours avoir ce côté positif dans tout ce que tu vois aussi pour eux dans un avenir proche? Ouais. Marrant parce que juste avant toi, une jeune fille qui me pose la question, là où j'étais au préalable, qui me disait, mais comment continuer à voir le verre à moitié plein? Parce que c'est ça la vie en fait. Le verre, il est jamais plein, il est jamais plein. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde où on fait croire aux gens que le verre est plein. Instagram, TikTok, c'est la pire des inventions. Instagram n'est pas loin derrière quand même. Parce qu'en en fait, on fait croire aux gens que la vie est magnifique, elle est facile. Soyons clairs, la vie est dure, hein. Elle est difficile. Alors, plus simple pour beaucoup de gens qui sont ici. Il n'empêche. Juste avant de venir ici, on parlait d'un ami de Bruno et de Guillaume qui est parti à 58 ans, qui laisse des enfants, une femme, des fins de vie, des enfants qui sont compliqués, de la santé mentale. Enfin, la liste, elle est longue. Hein. Alors, j'ai pas envie de pourrir l'ambiance. Hein. Mais déjà, se dire ça change déjà beaucoup de choses. C'est qu'on est tous dans le même bateau. Et donc, si vous voyez mon Instagram, vous allez dire, tiens, mais c'est dur, c'est dur. Et donc, cette jeune fille qui me posait cette question-là, en tout cas pour les entrepreneurs, pour moi, il y a intérêt, compétence et faisabilité. C'est les 3 points que je donne le plus souvent. L'intérêt, c'est quand tu fais quelque chose, mais c'est la même chose dans un boulot, quoi. Toi, tu fais ça, tu adores ça, tu as fait SFR, tu as fait les médias, tu sais parler de cette convergence entre tous les médias, c'est chez toi. Tu le fais en dormant, et tu aimes ça. Enfin, j'espère que tu aimes ça. Je suis sûr que tu aimes ça. Voilà. Deuxièmement, les compétences.
Parce que moi, parfois, je vois des gens qui aiment quelque chose, mais ils n'ont pas les compétences pour le faire. Compliqué. Et troisièmement, la faisabilité. C'est que parfois, il ne faut pas imaginer faire quelque chose qui est impossible à faire, parce que vous allez tous être déçus. Donc il faut toujours être raisonnable. J'aime pas trop dire ça, parce que ce qui est génial, c'est parfois d'être un peu raisonnable. Mais c'est extrêmement important. Et pas pour que les jeunes, moi je rencontre de plus en plus, post-Covid encore plus, et tu le sais certainement, parce que je suis sûr qu'il y a des gens de tes équipes qui sont partis, parce qu'ils ont dit, mais moi, j'ai envie de faire autre chose. Moi, j'étais dans cette roue infinie du hamster. J'ai pas envie de travailler dans cette ville ou dans celle-là. J'ai envie d'être proche de ma famille. J'ai envie d'avoir une balance de vie. Waouh! Juste ça. Donc, je pense que ces 3 points sont essentiels. Et au-dessus de ça, et ça ne va pas t'étonner, travailler. Beaucoup. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire une session aujourd'hui sans parler d'intelligence artificielle générative. C'était pour toi, ça. Ça a été pour toi, ça, là. Non. On a vu la semaine dernière des gens de la tech qui ont dit qu'il faut faire une pause. Il faut un peu prendre de recul avant de continuer à développer ces intelligences. Toi, en tant qu'entrepreneur tech, c'est quoi ton point de vue? Il faut faire une pause. C'est marrant parce que tu sais quoi, c'est vraiment continuer. La question que je voulais te poser. Donc c'est dommage parce que c'est quand même toi qui. Alors pour le coup, vous avez un. Tournons un peu la table. Toi, comment tu le vois? Parce que là, c'est. Non, mais c'est ça. Je te répondrai, mais mon avis a peu d'intérêt par rapport à ce qui est le poids de Proximus en Belgique. C'est quoi les garde-fous que tu penses pouvoir mettre? Parce que tu as une population entière qui. Combien tu as de parts de marché? Trop pour certains, mais trop. Pas assez pour toi, c'est ça? Pas assez pour moi. D'accord. Donc tu as une grande part de marché. Comment toi, tu gères ça? C'est quoi les garde-fous que tu peux mettre? Parce que tu as nos gamins qui sont sur ces téléphones, qui sont opérés par vous. C'est possible. Tu as vu l'Italie, vous avez vu l'Italie qui a tout stoppé. Hein. Là, ça ne déconne plus. Pour d'autres raisons, qui sont plutôt juridiques, il n'empêche qu'ils ont dit pas de chat GPT-4 ou 5 ou 10 chez nous. Tu le vis comment, toi? Nous, en tant qu'entreprise, moi, je ne suis pas là pour faire la réglementation ou les lois du pays. Donc, nous, on a un devoir d'influence et de contribution au débat. Mais moi-même, Proximus, j'ai peu de moyens entre mes mains pour empêcher les gens aujourd'hui d'avoir accès aux différentes applications. Donc ça, ou technologies. Donc ça, c'est quelque chose déjà que c'est un peu pas c'est pas complètement dans mon spectre. Après, on peut avoir une vision, évidemment, et on a une vision sur où est-ce qu'on doit mettre le curseur. Et évidemment, le débat est différent sur TikTok et sur les intelligences artificielles génératives. Donc, sur le débat sur les apps, les plateformes, je pense que nous, on a un rôle d'éducation, de formation, parce que je voudrais jamais devenir ce vieux con qui dit ces apps-là, je les comprends pas, et donc je trouve que c'est pas bien. Et le jour où je serai devenu ce vieux con, je crois que j'irai faire autre chose, j'allais faire de la pêche. Tu retourneras en France. Je retournerai. Et donc je pense que moi je suis là où je te rejoins sur la vision optimiste de la technologie. Je pense que ce sont des outils. On ne peut pas empêcher, on peut pas. Donc il faut accompagner leur usage et comme dans tout, il y a des règles à respecter, il y a des comportements à adopter, et surtout il y a une intelligence d'utilisation qu'il faut inculquer à nos enfants et les miens en premier. Et donc c'est comme ça que je vois plutôt la façon, parce qu'on ne peut pas vivre sans, et il faut vivre avec, mais il faut bien vivre avec. Et donc, il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'apprivoiser et d'éduquer sur l'usage de ces applications. Et après, après bien sûr, il y a les sujets géopolitiques, évidemment, si les données sont... donc ça, c'est pas de mon ressort. Mais ça, c'est un autre débat sur la souveraineté des données, etc., donc qu'on peut avoir, mais il faudrait probablement 2 heures de plus. Après, il y a sur l'intelligence artificielle. Et là, le débat, il est probablement plus compliqué. Parce que moi, évidemment, on est en train de tester la technologie chez nous et on se dit waouh, c'est quand même fantastique. Et surtout, on peut se concentrer sur l'essentiel et non plus sur l'accessoire grâce à ces technologies, puisque 80% de la base peut être développée grâce à ce type de technologie. Et on se dit c'est fantastique. Parce que du coup, je vais pouvoir consacrer mon talent, mon intelligence sur la valeur ajoutée et non pas sur l'essentiel. Évidemment, ça c'est sur les versions d'aujourd'hui.
Les versions de demain, évidemment, moi je suis un peu trop loin non plus de leur concession pour juger de leur danger réel. Encore une fois, ce sont des médias à la fin. Ce sont des gens, ça peut avoir une ligne éditoriale, une intelligence artificielle. Et tant qu'on ne contrôle pas la ligne éditoriale de l'intelligence artificielle, je trouve qu'il y a un danger. Et donc comme tout média, il y a nécessairement besoin de contrôler les messages développés par ces intelligences, au même titre qu'on contrôle les messages des médias dits traditionnels. Donc moi, je suis plus sur le contrôle du message. On a tous fait tu fais un test sur ChatGPT aujourd'hui, tu demandes qui est Alexandre Mars, il va y avoir 80% de vrai, 20% d'erreurs. Et ils te le disent avec une espèce d'aplomb qui est assez déroutant. Moi, j'ai testé 3 fois ma date de naissance, j'ai eu 3 réponses différentes, mais avec un aplomb incroyable. Donc il me vieillit en plus, je suis assez contre. Donc la question, c'est quoi la ligne éditoriale de cette intelligence, et est-ce qu'elle peut autoproduire une ligne éditoriale qui serait dangereuse pour l'humanité, pour notre environnement. Donc je suis sur le sujet de la ligne éditoriale de ces intelligences, encore dans l'expectative, sur le besoin qu'on a de les utiliser pour être plus compétitifs, pour être plus performants et pour se concentrer sur des choses à plus haute valeur. Moi, je suis absolument convaincu que ça va être quelque chose de fantastique. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut, bien sûr, et donc on va reparler d'accompagner, reskiller, former les gens. Et donc, il va falloir l'éducation, encore une fois, c'est le cœur de tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avoir un système de formation des talents qui soit capable d'appréhender ces nouvelles technologies et donc apprendre à désapprendre et surtout apprendre à créer de la valeur par rapport aux informations qu'on reçoit. Et c'est plus difficile. C'est plus difficile et ça demande un peu plus de courage. Donc non, moi c'est ma vision. Je ne sais pas si elle est très claire encore, mais en tout cas, plus d'opportunités encore une fois que de risques, dans la mesure où la ligne éditoriale est maîtrisée. Et ben voilà. C'était un cours sur l'intelligence artificielle. Mais autre chose, j'en profite pour dire quelque chose un souci qu'on a aujourd'hui, c'est quand même accès à l'information. Cela, c'est le souci qu'on a majoritairement, c'est que cet accès à l'information n'est pas totalement vrai aujourd'hui. On verra les versions suivantes. La vraie difficulté, c'est vrai qu'on a une génération entière qui ne s'informe plus, ou s'informe, on va dire, rapidement. On va être politiquement correct, rapidement. Donc, par exemple, en France, les jeunes s'informent majoritairement sur 2 médias, un qui s'appelle Brut et un qui s'appelle Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous conseille pour vos enfants qui ont entre 15 et 25 ans, vous pouvez regarder ça parce que c'est vraiment bien fait. C'est 5 informations par jour, donc pas plus. Ils ont pas assez de temps que 5 informations, mais c'est quand même assez bien fait. Je veux juste préciser parce que je sais que Guillaume, tu as fait quelque chose que je trouve assez génial avec Le Soir. Parce que vous avez une offre pour les étudiants francophones où en fait vous donnez gratuitement accès chez vos abonnés. Je crois que c'est 25 ou 30 000, c'était les camarades du soir qui me disaient ça. Mais ça c'est assez bien parce qu'en fait on voit que les jeunes c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, mais en tout cas c'est pas là où ils ont envie de déployer leur argent. Et je pense que c'est un rôle que vous jouez en parlant d'intelligence artificielle. Là c'est pas là, c'est des vraies informations. Et que globalement, vous leur donnez accès quand même gratuitement, c'est ça, je crois, à quand même pas mal, je crois que c'était 25 000 jeunes. Donc ça, c'est... Parce qu'il y a aussi ça, le souci, c'est quand tu ne sais pas ou quand tu crois à tout ce qu'on te dit, et il y a quelques journaux de confiance, et je pense que c'est très important de donner accès à un maximum d'informations aux gens qui veulent être informés. Donc ça, c'est un bon sujet que vous faites, Proximus. D'accord, merci. C'est mon pote, donc je le disais quand même. Merci pour la page de pub. Non, mais je trouve ça très bien. Je trouve que c'est très bien. Non, et je ne sais pas combien de temps on a, parce que je regardais... Moi, j'ai plein de questions pour toi. À 20h15, je crois que c'est... On essayait de... 5 minutes encore. Dans la salle, peut-être des questions, peut-être. Non, peut-être. Je sais. Est-ce qu'on... Tu as encore des questions pour... Mais j'ai toujours plein de questions. Peut-être dans la salle, 5 minutes, une question dans la salle, peut-être c'est bien, non? Est-ce qu'on met des questions? 15. À 15 minutes pour les questions. On est généreux. Vous êtes généreux, le Mérode. Peut-être que pendant que vous cherchez votre question, je voulais préciser, on en parlait tout à l'heure, des Jeux Olympiques. Ah oui, pardon. Parce que je sais qu'ici, le 1er juin, 1er juin, c'est ça, Isabelle, il y a Pierre-Olivier Beckers qui est ici, qui est, vous savez, le représentant du CIO en Belgique, et Tony Stanguet, qui est le président-directeur général des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi je vous en parle, c'est que je suis administrateur et ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, j'en parle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font de très bien
dans les Jeux Olympiques, on parle de choses qu'on essaye de faire différemment. Et ces Jeux Olympiques, on en parle depuis des années, puisqu'on essaye vraiment d'innover et de remettre un petit peu de sens dans les Jeux Olympiques, ce qui est un sujet en tant que tel. Et je vous invite vraiment à venir, parce que Tony Estanguet est une personne qui est un ancien grand sportif, mais une personne absolument géniale. Et Pierre-Olivier connaissait ça également. Et je vous dis juste une chose qu'on a faite, parce que j'ai eu en charge, pendant la candidature, d'un comité qui s'appelait Sport et Société. Ça ne va pas vous étonner. Donc, notre travail était de trouver tout un tas d'offres qui pouvaient avoir une plus grande inclusion grâce au sport auprès de la société. On a monté là... Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont acheté des billets, ou pas d'ailleurs? Quelques-uns. Ah, génial. Bravo. Ah, c'était compliqué? Le pack était un peu complexe. Alors, je vous conseille de vous inscrire là, parce que là, on peut avoir des billets individuels. Le début, c'était un pack. C'était bon, c'était un peu complexe. Donc, les individuels, c'est la plus simple. Je vous conseille. Mais est-ce qu'à la fin, on a monté quelque chose qui s'appelle les billets solidaires. Je ne sais pas si vous connaissez les cafés suspendus. Ça vous dit quelque chose, les cafés suspendus? Vous savez, vous allez dans un café, vous laissez le prix du café au cafetier, et si quelqu'un rentre dans le café qui n'a pas de moyens, mais qui a besoin de boire un café chaud, en fait, il est offert par vous indirectement. Vous ne le saurez jamais, vous ne le saurez pas, mais vous avez fait l'effort. On a monté la même chose avec Paris 2024. C'est des billets suspendus, mais on appelle ça les tribunes solidaires. Quand vous achetez vos billets, à la fin, vous allez voir, donc je vous conseille, vous pouvez cocher une case et rajouter 2 € par billet. Et cet argent-là, on va le mettre ensemble et on va acheter des billets pour des gens qui sont éloignés, qui aimeraient quand même venir dans les stades, mais qui n'ont pas les moyens. Donc c'est là également fait à un niveau qui n'a jamais été au préalable. Alors, tout ça vous paraît assez simple. Je vous assure que dans l'implémentation, c'est toujours un peu plus compliqué, puisqu'on le fait sur 13 millions de billets. Ça n'a jamais été fait à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire aux Jeux Olympiques de Paris et Paralympiques, c'est faire des choses qui n'ont pas été faites au préalable. Donc je vous conseille tous d'aller à la cérémonie d'ouverture. Je terminerai là-dessus, parce qu'à la cérémonie d'ouverture, c'est la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques qu'elle se fait sur la scène. Et donc, normalement, les cérémonies d'ouverture se font toujours dans un stade. Vous imaginez le bonheur sur la scène. Donc, voilà. J'espère que tout le Mérode, il y aura une offre Mérode, Bruno, pour que le jour des cérémonies d'ouverture, ce soit le Mérode se déplace. Non, c'est promis, on va emmener tout le monde. Tu vois. Tout le monde au bord de la scène. Prenez votre maillot. Prenez les tickets avec Bruno, alors. Alexandre, tu as survolé Epic tout à l'heure. On a découvert à quel point tu étais un entrepreneur. Et je voudrais que tu reviennes 2 minutes sur comment tu as utilisé tes talents d'entrepreneur à l'intérieur de Epic en développant différents produits, parce qu'on parle de la manière de donner. Justement, tu as eu une approche tout à fait originale, développer différents produits, différentes manières. Et je pense que c'est important de partager ça avec tout le monde. On ne l'a peut-être pas découvert assez ce soir. Bien sûr. Merci Bruno pour la question. C'est vrai que je vais vous expliquer le modèle d'Epic, en globalement trouver des ASBL de grande qualité et puis aller convaincre les gens. Les gens, vous n'allez pas les convaincre juste en disant « faites-moi confiance ». Il y a des gens qui peuvent signer un chèque, mais il y a également tout un tas de solutions qu'on a pu monter, des solutions de type, par exemple, de pledge, ce qu'on appelle la promesse pour les entrepreneurs. On a beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont rejoints en disant « je vais signer une promesse ». C'est-à-dire que je monte mon entreprise, où je suis en train de la développer, et je promets à ce moment-là que je vais donner un pourcentage futur. C'est toujours plus simple de promettre le futur que de donner le passé, vous le savez. Il n'empêche que c'est en faisant ça, vous vous engagez sur quelque chose dans le futur. Et donc, on a comme ça des centaines d'entrepreneurs qui ont promis un pourcentage, la moyenne c'est 3% de leurs actions, le jour où ils auront du succès. Vous le savez, tous n'auront pas du succès, mais c'est le message qui est porté qui est important. Et ce message-là, il est clairement identifié auprès de leurs employés, de leurs investisseurs. On a monté, par exemple, avec des grandes entreprises, tu me parlais tout à l'heure d'entreprises, des journées épiques, par exemple, ce qui s'appelle le Epic Day. Le Epic Day, vous savez que ce jour-là, vous allez donner un pourcentage de vos revenus à des causes. Simple, mais ça parle évidemment vous en tant que dirigeant, mais aussi à vos clientes, à vos clients, à vos employés. Et donc, on a monté les arrondis sur les salaires. Vous savez que les salaires ne sont jamais arrondis, il y a toujours quelque chose après la virgule. Et donc, on allait voir beaucoup de grandes entreprises en disant « mais propose à tous tes employés de donner ce qui est après la virgule. C'est pas grand-chose. Toi, tu rajoutes, si tu rajoutes quelque chose, donc tu matches, et collectivement, vous faites un vote
des employés. Donc, ce n'est pas uniquement le grand patron qui va décider, c'est les employés. Et donc, comme ça, on en a monté beaucoup, à chaque fois, qui va être adapté au métier de l'entreprise. Parce que chaque entreprise va être différente et il faut adapter parce que sinon, de nouveau, le don pour le don peut être limité. Donc, on essaie d'avoir une intelligence dans l'innovation par rapport au secteur d'activité des entreprises pour lesquelles nous travaillons. Il y a encore ce que je vous disais en introduction, on travaille pour ces entreprises, mais on n'envoie pas de facture. C'est-à-dire que quand on travaille avec AXA, quand on travaille avec Ardian, quand on travaille avec Dior ou Chanel ou autres, on ne les facture jamais. On travaille pro bono pour eux parce qu'on pense qu'on a des bonnes solutions. Ils ont aussi la générosité de nous écouter et puis après de donner. Et c'est un point très important. Merci Bruno voilà pour la question. Donc elle est assez longue. Bon, beaucoup de choses. Vas-y, dis-moi. Ouais. Les ASBL, vous les choisissez comment, les ASBL que vous Alors, aidez au début, quand j'ai démarré EPIC avec les équipes, on allait voir des donateurs, mais aussi nous sommes allés voir des ASBL et beaucoup de partenaires sur les marchés dans lesquels nous allons, en disant « Et comment ça se passe chez toi? Comment ça se passe? Comment on les trouve ?» Et donc, chaque année, en fait, on a, selon les pays, une demande de candidature. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit des dizaines, des centaines de candidatures par pays en disant « Je vais candidater, j'aimerais bien être sélectionné par la Fondation EPIC. » À ce moment-là, tu rentres dans un process qui est assez long, mais qui doit être long parce qu'on doit regarder en fait 45 points de data, 15 critères majeurs, pour vraiment, en parlant d'impact social, en parlant de qualité de la gouvernance, du management. Donc en fait, on regarde ça comme un fonds d'investissement. Tu parlais tout à l'heure de Bliss. Bliss, c'est un fonds d'investissement que je dirige, que j'ai créé, qui est le premier fonds d'investissement Bicorp, donc qui est très aligné sur ces sujets. Et en fait, ce que mon équipe de Bliss, quand ils choisissent, c'est d'investir dans Too Good To Go, par exemple. Pour moi, l'équipe de EPIC prend les mêmes principes. Pas parce qu'on est sur du non-profit ou du for-profit, ça doit être la même chose. On doit rentrer dans le dur, dans le détail, on doit les challenger. Les entrepreneurs sociaux qui sont extraordinaires, ils n'empêchent, il faut les challenger comme tu les challengerais s'il y avait un modèle économique. Donc en fait, c'est très long, et donc très long, tout est relatif, mais ça prend normalement 6 mois à 8 mois, et donc on va visiter sur le terrain, que ce soit, évidemment quand c'est ici c'est plus simple, mais où qu'on soit dans le monde, on va rencontrer les organisations, et on va dans le dur, parce que c'est pas que mon argent dont on parle ici, c'est l'argent d'un certain nombre de personnes qui sont là ce soir, qui nous font confiance, que ça va être bien déployé aux endroits qu'il faudrait qu'il soit fait. En fait, on fait comme Bliss, le fonds d'investissement dont je vous parlais, on va plutôt regarder des sociétés qui sont ce qu'on appelle les séries B, c'est-à-dire quelqu'un qui monte un projet en disant, c'est-à-dire que ça c'est la fin, c'est la fin, le bruit arrive. En fait, on ne prend pas quelqu'un qui dit, tiens, j'ai une idée révolutionnaire, faites-moi confiance, je vais changer le monde. On ne va pas non plus financer la Croix-Rouge. J'ai autant de respect pour l'un et pour l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est des entreprises qui font normalement entre 500 et 1 million d'euros de budget, à 10 millions de budget. On ne va pas porter plus de 15% du budget. Donc mais, encore une fois, ce n'est pas la Croix-Rouge. Ça reste des entreprises. Par exemple, vous connaissez certainement ici une entreprise comme Duo for a Job, certainement, que nous soutenons depuis des années, Bicode qui est ici, que nous avons aussi soutenu. Et en fait, si tu prends Duo for a Job, ils étaient déjà dans quelques villes belges, et en fait, leur modèle est un modèle efficace, qui n'existe pas forcément dans tous les pays, et on a une discussion avec les 2 cofondateurs, et qui nous disent, nous, on aimerait bien venir en France. Quel bonheur de démontrer aussi aux Français que l'innovation est ici, et que ce n'est pas forcément l'inverse, toujours. Et donc, ils sont venus, ils ont grandi à Paris, à Marseille, à Lille, et c'est exactement la même chose qu'ils font à Anvers, à Bruxelles, et dans les quelques villes qu'ils ont ici, ils le font aussi là-bas. Donc c'est ça qu'on aime, et donc on les aide à déployer leur magnifique modèle dans d'autres pays. C'est ce qu'on fait avec un certain nombre d'ASBL dans le monde. Je crois qu'on a encore une question. Je vois une question, une main levée là-bas. J'ai déjà eu la chance de vous poser une question, mais je me demande comment vous choisissez les thématiques dans lesquelles vous investissez et comment vous voyez la complémentarité entre la philanthropie et les subsides de l'État.
Très concrètement, en tant que fondatrice d'une ASBL, je vois qu'il y a un investissement beaucoup dans la réintégration professionnelle pour ceux qui ont plus que 18 ans, mais beaucoup moins dans la prévention, les plus jeunes, par le gouvernement. Est-ce que c'est quelque chose que la philanthropie doit reprendre alors ? Je pense que la philanthropie est un complément de ce que fait le mieux possible. On peut débattre sur est-ce qu'ils font suffisamment bien ou pas les États, mais en tout cas, c'est un complément obligatoire de trous parfois qui existent, larges, béants ou faibles, dans ce que l'État peut faire. Donc quand on regarde par exemple tout ce qui est autour du mentorship, du mentorat, on en parlait tout à l'heure avec l'organisation qui est 40 under 40, qui est une organisation géniale qui est ici en Belgique, ça répond à un besoin qui n'est pas aujourd'hui correctement adressé par les États, que ce soit du régional, du fédéral ou du national. Donc ça, c'est très important. Donc oui, la philanthropie, c'est surtout d'activités de personnes qui sont ici dans la salle, qui disent on va essayer d'aider, d'aller un peu plus loin, de ne pas laisser sur un statu quo. Ce qui, la plupart d'entre nous, avons fait pendant des années. On dit il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Ce quelqu'un d'autre était souvent l'État, quelqu'un, ou qui que ce soit. Là, on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant. Donc globalement, et on a les moyens humains, intellectuels, financiers parfois ou souvent, et on est une collectivité, on sent que la base peut faire quelque chose. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Je vais essayer de ne pas louper mon train, parce que je dois, pour essayer d'arriver demain matin voir mes enfants, donc je vais devoir... Donc on va arrêter. Donc voilà, donc on avait dit 30, c'est parfait. Isabelle, mais Alexandre, tu avais promis de juste... Bien sûr. Et merci beaucoup, Guillaume. Et il y aura juste encore, pour ceux qui veulent, une vente du livre d'Alexandre avec une signature dans notre bibliothèque, donc juste à l'entrée. On va essayer de faire ça aussi de façon efficace pour qu'Alexandre puisse prendre son train. Et donc pour ceux qui veulent une dédicace, ça se fera là, juste maintenant, après la conférence. Merci beaucoup à vous deux et bonne soirée. Merci à vous, merci beaucoup.